On est un des gestionnaires parmi les compagnies d'assurance les plus importants avec 1400 milliards d'actifs. Maintenant, pour notre quotidien, ces choses-là, c'est intéressant, mais c'est pas ça sur quoi on compte. On compte sur quelque chose qui est plus uniforme, qui est connu, quelle que soit la ligne d'affaires, quelle que soit ta géographie, et c'est notre raison d'être. Robert Dumas, vous êtes depuis 2014 président et chef de la direction de Sun Life Québec et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous recevoir sur notre podcast. Sous votre direction, Sun Life a joué un rôle déterminant dans la renaissance de l'entreprise au Québec après, on pourrait dire, pas nécessairement une absence, mais peut-être un changement de cap qui avait été pris à travers les années. Vous avez contribué à massivement investir dans la province, recrutant des talents locaux et positionnant l'organisation comme le principal fournisseur de régimes collectifs de retraite au Québec. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 2500 employés au Québec et se distingue par son engagement envers la santé mentale et l'innovation. Robert, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. C'est un plaisir, Antoine. Et Robert, peut-être avant de parler de ton histoire et celle de Sun Life, ça serait intéressant peut-être si tu pouvais expliquer un petit peu plus à notre audience ce qui différencie l'organisation. On a eu la chance dans les dernières semaines, dans les derniers mois sur le podcast, de recevoir plusieurs institutions similaires à la vôtre. Et c'est toujours intéressant de bien comprendre les distinctions, les différenciations qu'on peut avoir d'une organisation à une autre. C'est une question intéressante parce que quand tu regardes d'un assureur à l'autre, tu peux dire c'est du pareil au même. Mais il y a plusieurs éléments qu'on peut regarder. Évidemment, les plus évidents, c'est on est ici à Montréal depuis 160 ans. Alors, 160 ans d'histoire, 160 ans d'expérience, évidemment, c'est intéressant. On offre des services très diversifiés, des services vers le collectif institutionnel, c'est-à-dire des entreprises qui sont des clients, mais aussi des individus qui sont des clients, ce qu'on appelle le détail ou l'individuel, dans des lignes qui sont reliées aux assurances, à la santé ou au placement. Alors, c'est très diversifié en termes de produits, mais c'est aussi très diversifié de manière géographique. Alors, évidemment, quand on pense Sun Life, on pense Canada, mais il faut passer les États-Unis et il faut passer l'Asie. Alors, on est dans à peu près 24 pays actuellement. Alors, il y a tout si tu veux, la géographie et il y a, on est un des gestionnaires parmi les compagnies d'assurance les plus importants avec 1400 milliards d'actifs. Alors, 1400 milliards d'actifs, ça, la caisse de dépôt, c'est 500 milliards ou à peu près. Alors, ça te donne une idée là, en termes de taille, en termes d'histoire, ce que ça représente. Maintenant, pour notre quotidien, ces choses-là, c'est intéressant, mais c'est pas ça sur quoi on compte. On compte quelque chose qui est plus uniforme, qui est connu, quelle que soit la ligne d'affaires, quelle que soit ta géographie, et c'est notre raison d'être. Et la raison d'être, évidemment, tu peux dire, ce sont de beaux mots qui sont assemblés, qui font une belle première page dans le rapport annuel, mais nous, vraiment, c'est la source de nos ambitions. Et c'est d'aider les Québécois, les Canadiens à atteindre une santé financière durable et un mode de vie sain. Alors, quand tu décortiques tout ça, tu as le mot durable comme étant long terme, mais aussi durable, voulant dire ESG. Et mode de vie sain. Les assureurs, c'est reconnu pour payer quand les choses vont mal. Nous autres, on va aller travailler en amont. Alors, c'est le mode de vie sain qu'on recherche pour que les gens soient moins malades ou soient malades plus vieux dans leur existence. Et ça nous anime dans notre embauche. On a embauché des cadres exécutifs et quand on leur demande leur premier intérêt pour l'organisation, on nous parle de la raison d'être. Ça fait partie de nos processus de formation. Mais de manière plus quotidienne, ça fait partie de comment on voit nos stratégies. Et c'est ça qui nous anime, particulièrement quand tu arrives dans des circonstances comme une pandémie où il n'y a pas de plans qui ont déjà été faits et tu dois te rabattre sur vraiment tes valeurs, ta raison d'être pour prendre tes décisions. Fascinant et bon. Robert, toi, de ton côté, je pense que tu as travaillé avant Sun Life dans une organisation pendant un bon bout de temps, 29 ans. 29 ans, je crois bien. Et corrige-moi dans la prononciation, on dit merci ou Mercer, juste pour être certain? Alors, c'est Mercer. Mercer, bon. C'est Mercer. Comme ça. Merci de me rappeler le 29 ans, Antoine. Merci beaucoup. Ben, j'imagine qu'il y a de l'expérience qui vient avec ça, l'expérience qui doit se développer derrière la cravate. C'est rare de nos jours des gens qui sont capables de passer autant de temps dans une organisation.
Et là, par la suite, tu es rentré en 2014, comme on l'a mentionné plus tôt. En 2012 et en 2014, tu es devenu chef de la direction au Québec. Peut-être tu peux nous parler un petit peu comment cette expérience-là t'a aidé chez Mercer pour finalement faire ton entrée par la suite en 2012 chez Sun Life? Bien évidemment, au cours de 29 années, tu apprends beaucoup de choses. Hein. Aussi, tu es entouré de gens et Mercer, c'est une des grandes firmes de consultation dans le domaine des avantages sociaux et de la rémunération. Une des grandes, c'est pas la seule. Alors, j'ai été choyé de pouvoir travailler dans cette organisation-là et ça m'a permis de côtoyer, de travailler avec des conseillers, des consultants qui étaient absolument phénoménaux. Alors, j'ai appris de ces gens-là. Je peux pas dire que j'avais un mentor, mais j'avais plusieurs modèles dans l'organisation. Et je dois dire aussi que je me dis souvent, on apprend les meilleurs, mais il faut apprendre aussi des moins bons pour justement voir ce qu'il faut corriger des fois dans ce que tu fais. Alors, j'ai affûté mes connaissances techniques, évidemment, mais j'ai vu aussi ce qui était des compétences requises pour être un bon consultant, et c'est la communication, c'est-à-dire de prendre des choses complexes et être capable de les expliquer simplement pour qu'il y ait une prise de décision. Alors ça, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'ai travaillé aussi avec beaucoup d'organisations, beaucoup de cadres supérieurs au Québec, au Canada, mais aussi au niveau global parce que j'étais responsable des opérations, quand j'ai quitté, des opérations de retraite et d'investissement pour le Canada et l'Amérique latine. Et je faisais partie du comité global de gestion. Alors, ça te donne une perspective qui est intéressante et qui va te resservir éventuellement. Et bon, qu'est-ce qui t'a attiré chez Sun Life? Tu parlais de la raison d'être pour certaines personnes qui, en 2024, vont joindre l'organisation. Est-ce que c'était la même chose pour toi en 2012? Et sais-tu, la raison d'être n'était pas établie à ce moment-là. Alors, et moi, c'était un processus qui a été assez long, en fait, parce que quand il y a la décision de quitter une organisation, la décision de joindre une organisation. Et moi, j'avais décidé de quitter malgré le fait que j'avais des collègues absolument magnifiques. J'avais un comité de gestion que j'adorais. J'avais des clients aussi qui étaient très, très intéressants. Mais ça faisait 29 ans que je faisais la même chose. Et à un moment donné, tu te dis, faudrait que je fasse autre chose. Il me semble que je suis capable de faire autre chose. Et ça a été un processus de 2 ans. 2 ans parce que je voulais que ma succession soit bien assumée, parce que je voulais que les clients soient bien servis. Et à travers ces 2 années-là, j'ai été capable de définir ce que je cherchais. Et essentiellement, moi, il y avait 2 éléments. Je voulais une entreprise qui valorise le talent et une entreprise qui était prête à investir dans la technologie. Parce que je voyais bien là, que la clé du succès pour les organisations aujourd'hui, c'est ce que tu es capable d'investir dans le digital, dans la technologie. Alors, à la fin de tout ce processus-là, il y avait 2 organisations où je pensais que j'aurais du plaisir. L'une, c'était vraiment dans l'investissement et l'autre, c'était Sun Life. Et Sun Life, ce qui m'a attiré, c'était l'ambition de leur stratégie. Et c'était une organisation qui avait perdu beaucoup de son éclat au Québec. Ouais. Et je voyais le désir des dirigeants de faire une différence maintenant au Québec. Alors, c'est comme ça que j'ai fait. Et bon, je pense que ça nous fait une belle transition ici. Quel est cet éclat qui a été perdu? Qu'est-ce qui s'est déroulé? Parce que, bien entendu, il y a eu, on pourrait dire, un changement, une amélioration considérable qui s'est passée dans les dernières années. Les chiffres, maintenant, parlent pour vous-même. On en parlera, bien entendu, dans quelques minutes. Mais qu'est-ce qui fait que l'organisation, peut-être, a perdu le cap au Québec? Oui, alors, c'est malheureux parce que et ça fait partie d'une histoire, tout ça. Mais tu sais, Sun Life, c'est né au Québec, c'est né à Montréal. Et les premiers clients, c'était les agriculteurs de la région de Montréal. Et les agriculteurs, il y avait souvent des accidents sur la ferme. Alors, ils cherchaient une protection pour pouvoir payer des travailleurs temporaires jusqu'à ce que les enfants puissent reprendre la ferme. Et ça, c'est l'essence de la création de Sun Life. Et on a été un joueur très important dans le Québec de ces années-là. Et en 78, il a été décidé de transférer le siège social de Montréal à Toronto. Une histoire absolument
mal reçu, évidemment, par la communauté des affaires, par la province de manière générale. Bon, j'aimerais ça dire que c'est pas arrivé, mais c'est arrivé, on peut rien échanger. Et là, nous, c'est plutôt de prendre ça à partir d'aujourd'hui et voir ce qu'on en fait, écrire le prochain chapitre de Sun Life. Et c'était ça le mandat en 2010. Il faut voir qu'en 2010, nos parts de marché baissaient depuis plusieurs années dans toutes nos lignes d'affaires. On n'était pas les seuls. Tous les joueurs canadiens avaient plus de difficultés, mais Sun Life plus que les autres. Et ce qu'on voyait dans le reste du Canada, c'est que nos parts de marché étaient très solides. Mais pour être vraiment plus fort au Canada, il fallait être plus fort au Québec, le deuxième plus gros marché au Canada. Et ça, si tu veux, ça a été la genèse du côté des décideurs de ce moment-là de dire il faut faire quelque chose de spécifique pour le Québec, de distinct pour le Québec. Et la réponse a été de dire on va avoir une équipe qui va être dirigée au Québec par un président québécois. Et c'est là qu'Isabelle Hudon est arrivée comme première présidente de Sun Life Québec. Et ça, c'est arrivé en 2010. Alors, l'ambition à ce moment-là, c'était qu'on redevienne le joueur national, le joueur canadien le plus important au Québec. Mais on avait beaucoup de choses à faire pour y arriver. Et moi, je me suis joint au groupe à ce moment-là, en 2012. Et j'étais responsable des lignes collectives pour le Québec, c'est-à-dire les régimes collectifs de retraite et les assurances collectives. Et le constat à ce moment-là, c'est qu'on avait un déficit, si tu veux, de notoriété, la marque. On avait un déficit de talent local et on avait une culture qui s'était émoussée au cours des dernières années. C'est-à-dire les gens ne pensaient plus à gagner, mais surtout, ils ne voulaient pas perdre. Alors, c'était, si tu veux, là, ce à quoi on faisait face. Alors, Isabelle était une experte dans tout ce qui était de notoriété, de visibilité, de par sa personnalité, évidemment. Déjà, on a gagné des points. Mais évidemment, c'était pas suffisant. Il fallait rajouter du talent local. On est allé chercher des experts dans chacune de nos lignes d'affaires, des experts pour chacune des questions qui sont pertinentes au Québec. Je pense les médicaments, par exemple. Je pense la santé mentale. Je pense l'investissement durable. Les experts sont maintenant ici à Montréal. On a des experts en technologie parce que Montréal, c'est une place qui est très choyée par les ressources technologiques. Et en ayant ces gens-là, déjà, on a été capable de participer à des débats, à des exercices, à devenir beaucoup plus visible, mais aussi, on a refait toutes nos équipes de vente et de service à la clientèle du côté collectif, parce que le client québécois, c'est un client qui est très sophistiqué parce qu'au Québec, on a un tissu social qui est important. Si on pense, par exemple, à l'assurance médicaments, si on pense aux congés parentaux, ce sont des choses où le Québec est assez souvent en avant du Canada. Alors, ça nous prenait également des experts dans nos lignes d'affaires qui devenaient, par conséquent, nos responsables du service et de la vente. Alors, on pouvait avoir des conversations avec les clients potentiels qui étaient beaucoup plus appropriées et qui nous permettaient de lire beaucoup mieux les besoins du client, d'une part, mais aussi d'ajuster nos produits pour atteindre ces attentes-là du client. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé ces efforts-là, des efforts qui étaient initialement surtout sur nos lignes collectives, parce que on voulait créer beaucoup d'activités, beaucoup de volume initial, et éventuellement, ces individus-là qui nous arrivaient comme clients à travers leurs employeurs, quand ils quittent leurs employeurs, ben notre défi, c'est de les garder chez nous en tant qu'individus, en tant que clients individuels. Alors, initialement, on focusait sur les régimes collectifs de retraite et les régimes d'assurance collective pour éventuellement rattraper ces gens-là quand ils quittent leur emploi. Et bon, juste pour essayer de bien situer les gens qui nous écoutent, et également pour me situer moi-même, toi, tu arrives dans l'organisation en 2012, tu nous parles qu'Isabelle Hudon est en place, était la présidente, chef de la direction au niveau Québec en 2010. C'est quoi qu'on te dit, toi, à ton arrivée? Est-ce que, clairement, tu vois... parce que là, bon, tu sors d'un rôle qui est assez important, tu as fait tes classes, tu arrives à un moment de ta carrière, j'imagine que tu veux un rôle de haute direction peut-être assez rapidement même.
as le pédigré pour demander ce type de rôle-là également. Et ça prend 2 ans avant que tu deviennes chef de la direction au Québec. Quel a été le concours de circonstances peut-être qui t'a amené là ou même, est-ce que ça avait déjà été clair dans ton plan d'embauche? Écoute, moi, je ne visais pas la présidence Québec, pour être tout à fait transparent. Ce que je visais, c'était d'être responsable d'une ligne d'affaires. J'avais des expertises en retraite, entre autres, où je me voyais très bien là, pour pouvoir prendre ces rôles-là. Mais ça faisait partie aussi des défis d'arriver dans une organisation qui est déjà en mouvement. Et, Oui. et pour la petite histoire, avant que entre, entre mon emploi précédent et le moment où je suis arrivé sur Sun Life, il y avait une personne de Sun Life qui m'a invité à luncher et qui m'a dit, moi, je comprends absolument pas pourquoi on t'a engagé. Qu'est-ce que tu vas faire chez nous? Mais ça faisait partie du défi que j'avais. Moi, j'avais toujours travaillé dans le domaine de la consultation et jamais chez un assureur. Alors, ce 2 ans-là, de 2012 à 2014, pour moi, c'était une opportunité incroyable d'apprendre comment ça fonctionnait. Évidemment, j'arrivais avec un bagage. Quand on parle de ligne collective, je connais les employeurs, je connais leurs besoins. Alors, j'étais capable de lire les besoins, mais aussi de relayer le besoin de ce marché-là québécois à mes collègues hors Québec pour qu'on ajuste notre mise au marché. Alors, le premier défi, là, c'est que fallait que j'apprenne une nouvelle business et je savais qu'il y avait des gens qui étaient confortables dans leur situation à ce moment-là et le désir de changer n'était pas vraiment là. Alors, il a fallu prouver qu'on pouvait faire mieux, non seulement aux gens du Québec, mais les gens hors Québec, c'était la même chose. Ils me voyaient arriver et ils disaient, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il fallait justement prouver que je connaissais le marché et que j'étais capable de les aider. Et au fur et à mesure qu'on a fait des changements, ben, ils ont vu les résultats arriver et j'ai bâti ma crédibilité à ce moment-là. Alors, comment ça se fait que je suis devenu président? Ben, Isabelle a eu une autre opportunité dans l'organisation et j'étais le candidat là, qui a été choisi à ce moment-là. En Et 2014. c'est en 2014. Et c'était peut-être pas nécessairement ce que tu visais à ton arrivée, mais quand tu as parlé de ce rôle-là, est-ce que tu l'as pris les bras ouverts ou... Absolument, absolument. En fait, c'était un très, très beau rôle. C'est un rôle qui est différent de quelqu'un qui gère une ligne d'affaires. Quelqu'un qui gère une ligne d'affaires, de son propre ligne de profit, il y a ses revenus, ses dépenses et tout ça. Et moi, ici, je suis là pour supporter toutes les lignes d'affaires pour qu'ils aient une meilleure présence au Québec. Meilleure présence, ça veut dire plus de clients, mais ça veut dire aussi en termes de profitabilité. Alors, c'est un rôle d'influence et c'est un aspect additionnel au défi, c'est que c'est pas toi qui vas prendre nécessairement la décision, mais tu vas aider les autres à prendre la décision pour avoir plus de succès. Quand tu fais l'analogie, ça ressemble beaucoup à mon rôle de consultant. Je prenais pas les décisions, mais j'aidais mes clients à prendre les décisions et prendre les bonnes décisions. Alors, c'est un peu ça que je fais d'une autre manière ici chez Sun Life en tant que président. Et quand tu prends la présidence en 2014, Robert, je me suis souvent posé cette question-là aux gens qui sont avec nous et qui sont soit des repreneurs ou des gens qui travaillent dans des grandes organisations et qui deviennent les dirigeants. La croissance d'une entreprise va souvent dépendre de la direction qui va être donnée par le leader de cette même organisation-là. Et tout ça part par un diagnostic. Quel est le diagnostic, toi, que tu fais de l'organisation? Est-ce que 4 ans après le début de travail de redressement, Sun Life est mieux installé au Québec? Est-ce qu'il y a encore énormément de travail à faire pour s'assurer qu'on soit capable de continuer la croissance et de reprendre peut-être ces parts de marché qui avaient été perdues? Comment ça se situe devant toi? Oui, alors, c'est intéressant parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, déficit de notoriété, déficit de talent local et changement de culture qui est requis. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend un peu de temps. Rebâtir les équipes, rebâtir leur confiance, leur montrer à gagner et surtout leur inculquer le désir de gagner. Et non pas avoir peur de perdre, mais surtout le désir de gagner et de se dire on doit gagner. Et ça a été à travers les petites victoires, les premiers clients, les premiers gros clients. Et c'est ça qui a bâti, si tu veux, l'essence de ce qu'on est aujourd'hui. Une stratégie,
le vrai test, c'est l'exécution et c'est les résultats. Alors, si on pense, par exemple, aux lignes collectives, si on pense au régime collectif de retraite, on est maintenant les premiers en termes de volume ici au Québec. Si on pense en termes d'assurance individuelle, de la même manière, on est les premiers aussi au Québec. Pour diverses raisons. Et il y a des lignes d'affaires où on a moins cru en termes de parts de marché, mais il faut voir que les parts de marché, c'est une mesure qui est importante, mais il faut s'assurer que la croissance soit profitable. Alors, des parts de marché sans profitabilité, pour moi, c'était moins intéressant. Je voulais vraiment non seulement on ait de la croissance dans les revenus, mais on veut avoir des croissances dans la profitabilité de l'organisation. Et ça, c'était clair pour moi. Et je l'avais dit à tout le monde, je ne veux pas gagner parce que nos prix sont les plus bas, je veux gagner parce que nous sommes les meilleurs. Et ça aussi, ça fait changer la culture de l'organisation. En fait, une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre, et ça, c'est pas longtemps après mon arrivée en tant que président, c'était on avait notre plus large client qui n'était pas profitable. Alors, c'est très bon pour les parts de marché, mais c'est moins bon pour la profitabilité. Et à la suite d'une négociation, on a dû conclure qu'on ne pouvait plus faire affaire avec ce client-là, qui était notre plus gros client. Alors, ça, c'est une décision qui est difficile, mais éventuellement, ces parts de marché-là, on les a reprises, et on les a reprises avec une profitabilité qui était celle qu'on cherchait. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire du podcast Hypercroissance et j'ai nommé Hello Darwin. Pour les gens qui ne connaissent pas Hello Darwin, on parle ici d'une organisation qui est capable de vous accompagner de A à Z pour vous aider à trouver des subventions pour votre organisation. Et ça, c'est donc important parce qu'il y a tellement d'organisations au Québec qui recherchent des prêts pour leur entreprise, mais qui ne sont pas au courant du nombre de subventions données par le gouvernement canadien. C'est assez impressionnant, tout l'argent qu'il y a sur la table, mais que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est trop paresseux et on ne va pas chercher. Et c'est là que Hello Darwin rentre en compte. Hello Darwin fait pour vous de A à Z toutes les démarches pour aller chercher les subventions pour votre organisation. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une subvention qui s'appelle le C3I. Donc, le C3I, qu'est-ce que c'est? C'est un crédit qui peut permettre aux organisations d'obtenir de 15 jusqu'à 25 de crédit sur de l'achat de fabrication pour de la machinerie ou également des investissements si on veut refaire, par exemple, notre logiciel de gestion, notre ERP. Eh bien, ici, cette subvention, la subvention C3I, est capable de vous donner un crédit, je le répète, de 15 jusqu'à 25 de tous les coûts engendrés pour la fabrication de machinerie ou encore pour aller installer et acheter un nouveau logiciel de gestion pour votre organisation. Si vous aimeriez avoir accès à cette subvention-là, si vous aimeriez que l'équipe de Hello Darwin fasse tout de A à Z pour vous et que vous, par la suite, vous soyez capable de récolter cette subvention, rendez-vous au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien également dans les notes de l'épisode. Remplissez le formulaire, parlez avec l'équipe de Hello Darwin et allez chercher l'argent qui vous revient. C'est de l'argent que vous êtes capable d'obtenir pour votre organisation. Et en plus de pouvoir parler avec l'équipe de Hello Darwin, vous pouvez également assister à leurs différents webinaires qu'ils font chaque mois. Il y aura également un lien dans les notes de l'épisode. Les webinaires portent, bien entendu, sur les subventions. De retour à l'épisode en cours. Et pour aller devenir numéro 1 dans ces différentes catégories-là, comment vous y êtes pris de votre côté? Qu'est-ce que tu as changé au niveau, peut-être, si on rentre un petit peu plus dans le niveau tactique, dans les initiatives que vous avez mis peut-être au niveau de votre développement d'affaires, au niveau de votre marketing, au niveau de votre différenciation? Qu'est-ce que fait en sorte que vous avez été capable de devenir numéro 1? Parce que c'est beau le penser, c'est beau le vouloir, c'est beau le dire. On le sait en affaires, tout est une question d'exécution. Qu'est-ce qui a changé dans votre exécution? Bon, alors, je vais revenir à la notoriété pour quelques instants. Avec la philanthropie, nos processus de commandite et aussi le fait qu'on pourrait prendre des positions dans les débats au Québec, notre notoriété a complètement changé. Alors, premièrement, les gens nous connaissaient plus, mais aussi les gens nous voyaient comme une organisation qui influence les domaines d'expertise.
Alors, je vais parler, par exemple, des futurs des régimes de retraite. On était en commission parlementaire, également sur le coût des médicaments. Et aujourd'hui encore, on continue d'être très, très présent dans les groupes d'affaires. Alors, l'aspect notoriété était là et c'était pas une notoriété uniquement basée sur les commandites et la philanthropie, mais une notoriété qui était basée sur nos experts. Et la première chose qu'on a fait, et ça, c'était basé sur le fait qu'au Canada, on est les premiers fournisseurs de régimes collectifs de retraite. On est les premiers fournisseurs de régimes d'assurance collective. Alors, on s'est dit, plutôt qu'y aller en silo, on va combiner les régimes de retraite et les régimes d'assurance collective pour les offrir aux employeurs. Alors, quand tu es premier dans une ligne d'affaires et premier dans l'autre, si tu joins ça ensemble, c'est d'autant plus fort. Et on a offert ça au marché du Québec en premier. C'était un avantage pour les employeurs parce qu'il y avait seulement un fournisseur. C'était un avantage également pour les employés parce qu'il y avait une application, ils pouvaient faire toutes leurs transactions. Leur centre d'appel, c'était toujours le même numéro. Alors, il y avait une efficacité et une cohérence dans cette approche-là. Juste pour te montrer un exemple, si tu vas t'acheter des médicaments et tu es remboursé, pour recevoir ton argent, tu peux te transférer directement à ton REER. Alors, c'est le type de service additionnel que tu peux offrir au niveau du participant avec ce type d'offre-là qu'on appelle conjoint. Et ce qu'on a vu dans les années qui ont suivi, c'est que 90% de nos ventes étaient des ventes qui initiaient d'une relation conjointe. Alors, c'est assez énorme. Évidemment, à travers tout ça, il y a eu des éléments comme une acquisition de Standard Life par Manulife. Ça aussi, ça change le marché, mais ça peut créer des opportunités et on les a saisies, ces opportunités. Alors, tout ça, ça a combiné dans le fait que le régime collectif de retraite, on est devenu premier. On était un loin deuxième, si tu veux, avant cette stratégie-là, et on est devenu premier au cours de ces années-là. Intéressant. Bon, on parle peut-être de croissance sur le terrain. Tu as parlé également d'acquisition. Vous en avez fait des acquisitions. J'aimerais peut-être qu'on parle de celle de Dialogue. On a reçu l'équipe de Dialogue sur le podcast il y a quelques mois de cela maintenant. Une belle histoire de croissance, une belle histoire peut-être même d'hypercroissance qu'on pourrait dire, qui s'est transformée en une intégration avec l'équipe de Sun Life au Québec. Je pense qu'il y a une histoire quand même assez intéressante derrière ce partenariat, derrière cette acquisition. Peut-être que tu pourrais nous donner un peu les coulisses de comment tout ça s'est mis de l'avant et également nous dire pourquoi vous avez mis la main sur Dialogue. Oui, en fait, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que on pense toujours à l'acquisition en tant que telle, mais comme tu dis, il y a le travail de coulisses en arrière de tout ça. Et juste pour la petite histoire, en 2015, en fait, dans la salle où je suis actuellement, je rencontrais Shérif, le président et fondateur de Dialogue. Et Shérif était dans ses premières années, si tu veux, à Dialogue. Et il voulait faire affaire avec, il voulait être un de nos fournisseurs, il voulait être sur notre plateforme. Et on avait regardé son offre de service, on la trouvait excellente, mais il y avait 4 ou 5 points qui manquaient à sa plateforme qu'on dise oui, on embarque. Et au cours des années, on s'est perdu de vue un peu, mais à tous les ans, Shérif nous venait nous voir, il montrait le progrès qu'il avait fait. Jusqu'en 2020, et là, c'est la pandémie. Et on se rencontre à Toronto et c'est un bel exemple. Là, je vais revenir à la raison d'être. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer une sécurité financière, mais aussi un mode de vie sain quand tu es dans une pandémie. Et tout de suite, on a vu poindre le problème de la santé mentale. Et on s'est dit, le problème de la santé mentale, premièrement, c'est la détection, la prévention, mais c'est aussi l'accès aux soins. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut absolument prolonger notre offre de service pour donner ce service-là. Et normalement, quand on va choisir un partenaire, c'est un due diligence, ça peut être assez long. Là. Mais là, c'était un record. À l'intérieur d'1 mois, on avait un nouveau partenaire qui est Dialogue,
qui a été offert à tous nos clients collectifs au Canada. Il y a certains clients qui ont décidé de ne pas le prendre parce qu'il y avait peut-être d'autres plateformes ou quoi que ce soit, mais on l'a offert à nos clients. Alors, et la réponse a été absolument fantastique. Et c'était une manière de commencer à travailler vraiment sur le terrain avec eux. Et ce qu'on a vu, c'est une collégialité d'experts, une collégialité de gestionnaires et une collégialité de culture entre les organisations. Alors, d'un fournisseur, ils sont devenus un investissement pour nous. Alors, on a fait un premier investissement, un deuxième investissement pour finalement conclure l'acquisition de Dialogue. Alors, pour nous, c'était aussi peut-être un premier pas parce que nos piliers, c'est vraiment la santé, la protection, les assurances et le placement. Mais en santé, c'était moins évident ce qu'on voulait dire. Mais avec la venue de Dialogue, c'était comme la confirmation de notre stratégie et ce que ça voulait dire en réalité. Alors, on a été capable d'offrir des nouveaux services qu'on n'avait pas auparavant. Alors, pour Dialogue, c'était très intéressant parce qu'on arrivait en tant qu'investisseur, mais investisseur patient. Une compagnie d'assurance, c'est plus patient qu'une firme qui spécialise dans le health tech ou le fintech. Et également, on arrivait avec la distribution. On avait tous nos clients. Oui. Alors, c'était très, très intéressant. Et pour nous, c'est une addition au service qu'on offrait qui était très pertinent et très requis et qui encore aujourd'hui, quand on parle des services de la télémédecine, les gens sont très satisfaits. C'est un peu inquiétant parce que là, je vais faire mon opinion éditorialiste, c'est qu'au niveau fédéral, c'est questionner ces services-là, alors qu'au niveau provincial, on pense que c'est très important. Mais ceci étant dit, pour nous, c'était une des acquisitions les plus significatives en termes de services, mais aussi notre direction vers la santé avec des gens avec qui on partageait une culture commune. Et dans un contexte affaires ici, on intègre Dialogue et bien entendu, vous avez un pouvoir de distribution qui est important, donc on est capable d'aller chercher beaucoup de clients rapidement, on est capable, bien entendu, de pouvoir s'assurer que Dialogue soit capable de grandir encore plus vite. Comment qu'on se positionne peut-être au niveau défensif? Et je m'explique ici. Il y a vos compétiteurs qui peuvent continuer à utiliser Dialogue un peu. On parlait avec leur équipe. Il n'y a pas nécessairement une entente d'exclusivité avec Sun Life. Donc, si on essaie de prendre un pas de recul et de regarder la transaction 30 000 pieds dans les airs, ça semble parfait. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il y avait ces réflexions-là de se dire, est-ce qu'on demande une exclusivité dans l'entente? Est-ce qu'on les laisse faire un petit peu ce qu'ils veulent? Comment vous avez été capable de naviguer à travers ces différentes questions? C'est une question intéressante, là, puis on y a pensé longtemps à ça. On dit intégrer, puis c'est pas vraiment intégré. On est un actionnaire grandement majoritaire, c'est évident, mais Dialogue a son conseil d'administration où nous sommes présents comme n'importe quel actionnaire, mais les stratégies, c'est Dialogue qui les font. Évidemment, on regarde ça, mais ils sont très, très autonomes. Ils ont leur siège social à Montréal, ils ont leur propre bureau et ils ont leur propre distribution. Nous sommes une des compagnies d'assurance avec qui ils ont une relation. C'est certain qu'on a une relation peut-être de plus de proximité, mais on respecte le fait que d'autres assureurs vont les utiliser. Et il y a des murs chinois quant aux ententes qu'ils ont avec ces assureurs-là. Je comprends. Ça fait énormément de sens. Bon, peut-être si on continue un petit peu à travers notre discussion, un point que je trouve toujours intéressant, c'est l'évolution un peu du rôle du dirigeant. Il y a des dirigeants qui sont très terrain, il y a des dirigeants qui sont très développement, il y en a d'autres qui sont très communication, il y en a d'autres qui sont avec leurs équipes. Vous, de votre côté, ça ressemble à quoi un petit peu votre rôle en 2024? Mon rôle il a évolué beaucoup. Si je pense, quand je suis arrivé comme président, évidemment, mon mandat, c'était de supporter toutes les lignes d'affaires, mais il fallait justement que je gagne la crédibilité auprès de toutes ces lignes d'affaires-là, d'une part. Alors, beaucoup de temps passé avec
les leaders, mais ce qu'on voit, c'est que pour le message se passe vraiment au Québec comme à l'extérieur du Québec, on peut pas se contenter de discuter avec les exécutifs. Alors, il faut aller beaucoup plus creux, beaucoup plus dans la pyramide organisationnelle pour que tout le monde soit motivé parce qu'on voulait faire au Québec. Parce que c'est facile de dire non à plusieurs niveaux de l'entreprise, non, on ne fera pas ça, mais il fallait vraiment que les gens comprennent les particularités du Québec pour pouvoir nous supporter. Alors, j'ai passé énormément de temps, en fait, je passais plus de temps, si tu veux, dans le reste du Canada qu'au Québec dans les premiers mois, justement pour que les gens comprennent ce qu'il fallait faire et qu'ils nous supportent. Alors, aujourd'hui, on a fait beaucoup plus, on a gagné, si tu veux, premièrement, cette crédibilité-là, mais nos gens hors Québec voient la valeur de bien comprendre le Québec pour bien servir le Québec, mais ce qu'ils voient encore, c'est si tu comprends bien le Québec, tu comprends assez souvent ce qui va se passer dans les autres provinces pas longtemps après. Les programmes d'assurance médicaments au Québec sont beaucoup plus avancés que ce qu'on voit ailleurs. Ça, c'est un exemple. Alors, ça, c'était un win-win pour les gens du Québec et les gens hors Québec. Aujourd'hui, je passe encore du temps hors Québec, mais je ne suis plus l'unique porte-parole de Sun Life parce qu'au début, je parlais un peu sur tous les sujets, puis ça me faisait plaisir. Mais maintenant, on a à peu près une dizaine de personnes qui se partagent les sujets et qui assurent une couverture beaucoup plus large selon les sujets de discussion. Ce qu'on voit, par contre, c'est que je passe beaucoup plus de temps en amont avec les décideurs politiques, que ce soit les élus ou que ce soit les législateurs ou les régulateurs. C'est un domaine qui avance rapidement, qui a plusieurs enjeux et il faut s'impliquer à ce niveau-là. Et ça, j'en fais beaucoup plus que j'en faisais auparavant. Donc, ça change beaucoup. Il y a un rôle un peu politique qui s'installe quasiment. Oui, ben en fait, ça fait partie d'avoir des opinions dans la communauté des affaires. Bien sûr. Et en raison de notre rôle en tant qu'assureur, mais aussi je m'implique à travers l'Association des compagnies canadiennes d'assurance personnes, le chapitre Québec. Je m'implique auprès de la Fédération des chambres de commerce. Je suis actuellement le président du conseil d'administration. Alors, ça donne une perspective qui est différente parce que c'est d'autres industries par rapport à la fédération, mais c'est aussi tout le côté régional hors Montréal, hors Québec, qui vient compléter, si tu veux, ce que je fais. Et peut-être je serais curieux de t'entendre ici, Robert. Donc, vous avez commencé un plan un petit peu, je ne sais pas si le terme est bon, mais je pense que l'audience va être capable de comprendre ce que je veux dire ici, de redressement dès 2010 pour s'assurer qu'au Québec, on soit davantage exposé, qu'on ait une augmentation de notre notoriété, une augmentation de nos ventes ultimement. On est en 2024 maintenant. On en est où dans tout ça? Est-ce que le plan a avancé à la vitesse voulue? Est-ce qu'on est content des résultats? Et également, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Oui, alors oui, le plan, en fait, notre ambition, comme je le disais un peu plus tôt, c'était d'être le plus grand assureur canadien au Québec. Ça, c'est fait. On a eu une mise en marché qui a bien fonctionné. On a élargi aussi notre distribution. J'en ai moins parlé de ça, notre distribution du côté individuel. Avant, on avait uniquement nos conseillers financiers, propres à Sun Life, et maintenant, on a non seulement nos conseillers financiers, mais on a aussi des conseillers indépendants, ce qui a élargi passablement nos parts de marché, mais aussi à travers la distribution et la qualité des produits. Alors ça, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, si on se demande où est-ce qu'on veut aller, la stratégie qu'on a au Québec, elle n'est pas en isolation de ce qu'on fait au Canada. Et évidemment, au Canada, ou quoi que ce soit, tu as si tu veux, les impératifs à court terme. Actuellement, par exemple, si tu regardes au niveau canadien, tu as un programme d'assurance médicaments qui a été mis en place. Alors ça, évidemment, ça impacte nos opérations, ça impacte notre mise en marché, nous, comme tous les autres assureurs. Tu as un programme de soins dentaires canadien qui a été mis en place. Alors nous, ça nous a impacté parce qu'on a été choisi justement pour administrer ce programme-là. Une grande partie du programme est administrée d'ailleurs ici au Québec. Et on a des événements comme on vient d'en vivre un, où on a une transition de notre président canadien vers une présidente canadienne. Et il faut préparer justement
le matériel de documentation et voir quels sont les réalignements de la stratégie. Je pense pas que ce soit des réalignements majeurs, mais il va y avoir peut-être un peu plus d'emphase d'un côté ou de l'autre. Mais quand on pense à nos impératifs actuellement, il y a la gestion de patrimoine, il y a le domaine de la santé, et au-delà de tout ça, on veut être un fournisseur digital de solutions de santé, d'assurance et de gestion de placement. Alors, ça, c'est notre stratégie globale et nos investissements sont dirigés vers ça. Alors, c'est la même chose pour le Québec, mais en plus, au Québec, il y a encore des marchés où on est moins présent qu'on voudrait l'être. Alors, un de ces marchés-là, c'est par exemple la petite et moyenne entreprise. Alors, on est en train de développer des produits qui vont être encore plus appropriés pour la petite et moyenne entreprise et tout ça grâce au digital. De la même manière, le marché des institutions publiques parapubliques québécoises. On n'a pas la même part de marché au Québec qu'on a dans le reste du Canada pour ce type d'entreprise-là. Alors, on développe une expertise à cet égard-là. C'est une expertise, mais aussi les distributeurs ou les conseillers de ces entreprises-là, ce sont des conseillers avec qui on faisait moins affaire historiquement. Alors, on est en train de développer ces relations-là. Alors là, au Québec, là, on a vu là où on avait du succès, on veut continuer à avoir ce succès-là. Et là, on se dirige vers les autres zones où on a moins de succès, c'est-à-dire la petite et moyenne entreprise et les institutions publiques et parapubliques. Fascinant. On va suivre ça de près. Bon, peut-être pour terminer, Robert, je vais toujours poser des petites questions personnelles sur des lectures, sur également des routines. À quoi ressemblent peut-être des lectures qui ont marqué ton imaginaire dans le monde des affaires que tu pourrais partager avec notre audience? Oui. En fait, je ne suis pas un grand lecteur de recettes de succès en affaires. J'ai eu l'opportunité d'en lire beaucoup, puis c'est comme si je me dépêchais de les oublier. Par contre, il y a d'autres choses qui m'intéressent, qui viennent me chercher, c'est les lectures, je veux dire, sur la chose militaire, la Deuxième Guerre mondiale, où certains dirigeants pendant ces conflits-là. Et moi, quand tu lis ça, tu as l'aspect historique, mais tu regardes le leadership et la prise de décision de ces généraux-là, de ces politiciens-là. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Et en fait, quand tu regardes ce qui a été développé à propos du leadership, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent du militaire. Alors, moi, ça m'a toujours inspiré, puis j'essayais de voir c'est quoi les points communs entre ces gens-là, c'était quoi leur vision, comment ils communiquaient. L'importance de l'innovation, l'importance de donner l'exemple, puis l'importance d'amener les gens plus loin qu'ils pensaient qu'ils pouvaient aller. Alors, tout ça, moi, je suis allé chercher ça, puis je continue à aller le chercher. Là, je pars en vacances, puis j'ai une petite biographie de général de Gaulle. Alors, ça se lit bien. Puis, évidemment, quand on pense aux conflits géopolitiques, on ne peut pas les ignorer aujourd'hui. Alors, ça te rappelle certaines choses qui se sont déjà produites. J'aime, en fait, une lecture qui m'a vraiment marqué. Et j'étais avec quelqu'un qui vient des communautés autochtones et je lui demandais qu'est-ce que je devrais lire. Et il m'a suggéré Kupkum de Michel Jean. Et moi, j'avais pas eu beaucoup de rapports au cours de ma vie avec les gens des communautés autochtones. Et il y a beaucoup de biais ou de misconceptions, si je peux dire. Là, Mais Kupkum, pour moi, ça, c'était révélateur. C'était c'est une des lectures qui m'a le plus marqué. Et c'est fait dans un langage complètement neutre. C'est tout simplement qu'on explique la vie telle qu'elle a été vécue par certains individus. Et ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique. C'était écrit simplement avec la vie simple des gens des communautés autochtones à une certaine période de l'histoire du Québec. Et j'ai lu aussi avec intérêt une lecture qui est un peu plus intense. Par contre, là, c'est les lectures comme Sapiens, Arendt. Bien sûr. Alors ça, là justement, là, il y a ça, le livre sur l'intelligence artificielle là, qui vient de sortir en français. Alors ça va être ma prochaine lecture, ça aussi.
J'adore. C'est des très, très bonnes suggestions. Et bon, la routine du dirigeant, à quoi elle ressemble avant, pendant et après le travail? Ben, avant le travail, pour moi, je suis une personne du matin. Alors, Ouais. et j'aime mes matins. Et ça commence normalement avec c'est une obligation. J'ai 2 gros chiens, alors c'est ma marche avec les chiens. Mais ça, plutôt qu'une marche, je devrais dire, c'est là où je mets mes objectifs de la journée, je cadre ma journée. Et c'est une période, c'est un 30 minutes là, qui est un investissement pour moi. Un matin sur deux, il va y avoir de l'exercice. Et évidemment, à tous les matins, il y a la lecture des journaux. Alors après ça, je suis prêt pour ma rencontre. En cours de journée, mes rencontres sont habituellement de 30 minutes, pas plus que ça. Dans certaines occasions, peut-être un peu plus, mais c'est assez rare. Les exceptions, c'est les comités de gestion canadiens et les comités de gestion québécois, où là, ça va être un peu plus long. Lunch famine et je fais un peu d'activité le soir. Je suis vraiment une personne du matin, mais évidemment, de temps à autre, il faut être disponible à l'extérieur des heures normales. Ça semble assez équilibré, mais évidemment, dans la vraie vie, il faut gérer les déséquilibres. Et ces principes-là, là, c'est ce qui me permet de me rééquilibrer de temps à autre. Alors, ça ressemble à ça à peu près, une journée. Les vacances, Robert? c'est assez Oui? souvent des vacances actives. Et les gens me demandent si je lis mes courriels. Et la réponse, oui, je lis mes courriels le matin. Tous les matins, mais je sais ce qui se passe. Alors là, je suis capable de vivre avec ça. Et en fait, pour moi, c'est relaxant de voir ce qui se passe. Et je sais qu'il y a des personnes très, très capables qui s'en occupent. Fantastique. Content de bien comprendre qu'il n'y a pas uniquement moi en vacances qui va regarder ses emails. Donc, au moins, ça fait 2 personnes. Robert, pour aider Antoine, je peux te dire que c'est thérapeutique de faire ça, pour certains. Oui, hein, je pense que oui. On veut au moins garder un semblant de contrôle, même quand on est à l'extérieur. On dirait que c'est un peu ça que ça donne. Robert, avant de te laisser filer, meilleur endroit pour rejoindre Sun Life, peut-être même vous recherchez certains gens en ce moment. Comment qu'on peut rentrer en contact avec vous? Alors, LinkedIn, c'est la manière la plus directe. Alors, c'est assez facile. Et puis, je prends mon LinkedIn comme mes messages le matin. Alors, ça fait partie de mes outils de communication. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Robert Dumas, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. C'est très apprécié. Une belle histoire, la tienne au niveau personnel et également celle de Sun Life. Je te remercie pour le temps que tu auras passé avec nous. Et pour les gens qui nous écoutent, bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.